Un petit clin d'œil, parce qu'il y a 30 ans, moi j'étais là, hein, je suis un ancien élève de Bel Air, donc vous voyez où ça mène. Hein. Je pense que vous pouvez être content de participer à l'établissement et à sa formation. Voilà, donc je suis là pour vous témoigner modestement hein, de la viticulture en coteaux chez nous. Alors, bien sûr, tout ce que je vais vous dire est pas la vérité, mais ma vérité, si je peux dire, hein, et encore la vérité à l'échelle de mon domaine, même pas à l'échelle de ma région, puisque de toute façon, c'est vraiment un contexte complètement différent. Et déjà, notamment comme l'a souligné Isabelle, rien qu'au niveau des sols, on a quelque chose de complètement différent. Alors donc effectivement, nous on travaille, on est deux frères associés, dans la continuité d'une exploitation familiale, l'exploitation historique, qui était en polyculture jusqu'en 68, et puis c'est notre père qui a orienté 100% à la viticulture. Donc petit à petit, il y a eu un agrandissement de la surface. Aujourd'hui, on travaille sur 10 hectares, on tend vers les 11 et on voudrait se stabiliser entre 11 et 12. Donc effectivement, on a quand même un contexte de coteaux assez marqué. Ça représente, nous, sur l'exploitation, à peu près 50% de la surface, 45% du volume de récolte. C'est principalement sur l'appellation Chilien-Bergeron, si ça parle un peu à quelques-uns. Alors, ces coteaux, alors pourquoi ces coteaux? Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, dans la famille, on a toujours privilégié les coteaux. Mon père avait déjà, à l'époque, repris des coteaux qui avaient été délaissés pour plus de facilité de travail dans les plaines. Donc nous, ce défi-là ne nous faisait pas peur. D'un autre côté, on n'avait pas le choix parce que, en voulant produire du Chilien-Bergeron, donc une appellation porteuse, hein, vraiment qui est porteuse, qui avait déjà un élan médiatique, de renommée, nous, on n'avait pas le choix pour en produire. Il n'y avait pas de terrain de libre, autre que des terrains qui étaient vierges et compliqués à aborder. Donc cet accroissement sur l'appellation Chilien-Bergeron, elle s'est fait notablement en 3 ans, entre 2000 et 2002, où on a planté 2,7 hectares en coteaux, alors qui correspondent à la définition ici, puisqu'on est plutôt dans des déclinivités de 50 à 65%. Justement, pendant cette phase de replantation, quelle stratégie vous avez utilisée et quel choix technique vous avez? Alors, la première chose, avant de répondre précisément à votre question, c'est que, bon, certes, on était sur une appellation porteuse, mais nous, on était convaincus d'avoir quelque chose de particulier au niveau qualitatif avec ces coteaux. C'était bien ça la première motivation. Et on s'est dit de toute façon que même si ça nous coûterait cher à travailler, parce qu'on en parle beaucoup depuis le début là, même si ça nous coûterait cher à travailler, on ferait un produit identitaire valorisable. Parce que produire pas cher, mais vendre pas cher, au bout d'un moment, tout tombe, hein, il n'y a pas de pérennité. Alors que même quelque chose qui coûte cher, vous savez, dans la gamme des vins, la valorisation du vin, il n'y a pas de limite. Il n'y a que la limite qu'on se donne nous. Hein. Tout est possible, à partir du moment où le produit est bon au départ. Donc nous, on était convaincus de ça, qu'on ferait quelque chose de particulier. Donc on a essayé au niveau des plantations de pas trop déstructurer les terrains, donc d'avoir un travail à la pelle mécanique qui soit modéré. On aurait pu faire mieux parce qu'on aurait dû prendre une pelle araignée. Bon, ceci dit, on a quand même eu des gens qui ont très bien travaillé au niveau de la préparation des terrains. On ne voulait pas mélanger les couches. On avait quand même toutes ces notions-là qu'un sol se constitue sur des millions d'années et qu'on n'est pas là pour tout déstructurer. Il faut faire la différence, même si ça a été en coteaux avant nous, les générations avant nous n'avaient pas nos forces mécaniques pour planter, elles respectaient beaucoup mieux les constitutions,
peut-être pas dire originelle, mais en tout cas historique des sols. Donc déjà ça dans un premier temps. Donc comme je vous l'ai dit, c'était des terrains vierges. On a vu qu'en les préparant, il y avait déjà une manifestation de vie du sol, j'utilise un terme qui est un peu à la mode, qui était bien réel, hein, puisqu'on avait des bons taux de matière organique, et puis on voyait qu'il y avait une faune de sol et une faune de végétation qui était bien présente. Et ensuite, on a aussi choisi, parce que ce n'était pas courant chez nous, alors peut-être en partie par ma formation dans le Beaujolais, et puis aussi parce que j'ai un peu couru les Côtes-du-Rhône, choisi de planter un échalas, parce qu'on voulait pouvoir marcher par travers, parce que dans des pentes conséquentes, c'est plutôt appréciable, et puis éviter de favoriser des chemins d'écoulement, enfin parce qu'après on se laisse glisser hein, dans les vignes, enfin il y a des tas de choses, et favoriser l'érosion, donc c'était de maintenir au plus possible les sols en place. Donc plutôt haute densité, avec suivant les courbes de niveau. Oui, planter en courbe de niveau, majoritairement à planter en courbe de niveau. Et puis on avait aussi choisi donc un échalas en augmentant la surface foliaire, enfin la hauteur de rognage traditionnelle pour les objectifs de maturité, mais aussi parce que des gens, des vignerons en Côte-du-Rhône m'avaient dit qu'en rognant moins et en gardant plus de fabrication d'élaboration de jeunes feuilles, on arrivait aussi à plus garder d'acidité, parce que avec la surexposition des coteaux, on était en questionnement aussi de se retrouver un petit peu avec des chutes d'acidité. Un petit choix aussi de porte-greffe un peu particulier. Chez nous, c'était historiquement, enfin toujours, c'est le 3309 qui domine, un peu de SO4 aussi à certains endroits. Et moi, je m'étais tourné sur le Gravzac, donc j'ai planté déjà aussi une certaine surface en Gravzac. Donc, par rapport à une problématique très forte dans les vignes en pente, l'entretien du sol, voilà. L'aspect mécanisation également. Comment vous appréhendez ces deux aspects de la viticulture? Alors pendant une dizaine d'années, on était au désherbage chimique, hein, parce que voilà, toute cette nouvelle surface, fallait l'absorber aussi. Comme vous le savez, hein, ça représente beaucoup de main-d'œuvre. Bon, il y avait un historique du domaine qui était un peu lourd, on avait un gros passif, et bon, donc des ressources financières qui étaient un peu limitées aussi, hein, ça fait partie du nerf de la guerre. Et puis, c'était quand même à reculons qu'on faisait ça, parce que comme je vous l'ai dit, on avait quand même constaté vraiment des sols qui étaient régénérés, enfin si on peut dire comme ça, lorsqu'on avait planté. Parce que donc ils avaient été incultes pendant 50 ans, mais il y avait des traces de viticulture historique, hein, il y avait des murets, etc. Et puis on avait rencontré aussi un peu donc les enfants des gens qui les travaillaient, qui se rappelaient que leur père aussi sortait des choses un peu particulières, dans le bon sens du terme, au niveau de l'expression des produits. Donc on était en désherbage chimique, hein, et puis en 2010, moi j'essaie un petit peu de résumer, hein, mais c'est un cheminement aussi de longue date. Hein. Moi j'ai depuis toujours eu en tête cette récession imposée et nécessaire du produit phyto. Donc on voulait de toute façon évoluer vers ça. Moi je pratiquais déjà des raisonnements assez poussés, si je peux dire, au niveau des applications phyto. J'avais refait des formations sur le sol, etc. Donc j'étais bien sensibilisé. Donc on voulait arrêter les herbicides. Le plan éco-phyto est apparu, on s'est engagé dans le groupe en 2010. Et ça nous a fait passer aussi un pas psychologique supplémentaire. Et donc on a choisi d'arrêter les herbicides totalement après la récolte du millésime 2010, je dirais. Donc à partir du millésime 2011, on produit sans herbicides. Donc bien sûr, quand vous mettez plus d'herbicides sur un sol qui a été désherbé pendant longtemps, c'est vrai que la première année, la nature se manifeste dans tous les sens, hein, et on avait quand même des grosses repousses d'herbe, mais on savait aussi que
qu'il y avait un équilibre que le sol devait retrouver. Donc on gardait ça dans un coin de la tête, hein, mais je vous dis qu'il y a des périodes de doute, hein, ça c'est clair. Donc, alors dans les coteaux, non, pas possible, que du fauchage. Hein. Nous on peut que faucher. Après, on pourrait griffer, on pourrait faire du treuil, mais une question de temps, et puis il faut adapter un petit peu le treuil qui nous manque. Hein, donc aujourd'hui, on maîtrise uniquement par fauchage. Mais là, je veux quand même préciser quelque chose d'important, c'est que les 3 premières années, quand vous êtes sur un sol qui est sur le plan minéral un peu déséquilibré, où il y a eu un certain tassement, même si on n'y allait que nous à la force de l'homme, hein, puisqu'il n'y avait pas d'enjambeur ou autre, ce sont principalement les plantes hautes avec un système racinaire pivot qui se manifeste, parce qu'il y a qu'elles qui arrivent à casser le sol quelque part, puis retourner chercher les éléments, plus ou moins. Et après quelques années, je vous dis ça 3 ans, hein, entre 3 et 5 ans, les plantules arrivent à reprendre leur pas, et finalement, comme elles sont beaucoup plus rapides en poussée, elles contiennent les plantes hautes pivot. On ne s'empêche pas d'avoir des périodes où, suivant puisqu'on a des périodes estivales de plus en plus capricieuses, avec des excès dans un sens ou dans l'autre, il y a des périodes où la vigne est vraiment tapissée. Alors oui, il y a connu un impact de rendement, mais qui s'était aussi accompagné. Alors là, pour le coup, techniquement, on s'était planté. Moi, je considérais un peu que par fauchage, par le fait de pas mal faucher, puis comme on avait mis un certain volume d'engrais, pas très haut, hein, mais on tournait à 35 unités d'azote, donc en engrais organique, organominéral. On avait fait 2 bonnes récoltes, c'est souvent la faiblesse, hein, c'est que quand tout va bien, on croit que tout est gagné. 2010-2011, on avait fait des bons volumes de récoltes. On a fortement diminué la dose d'engrais. On était retombé à entre 15 et 25 unités, 15-20 même. Et là, la concurrence s'est quand même manifestée, et on a fait, en plus des accidents climatiques particuliers de 13, 14, 15, on a fait vraiment des petites récoltes. Ouais. Là, ça a été un peu compliqué. Peut-être que cette petite récolte est une volonté aussi par rapport à la démarche de vin d'exception haut de gamme, que sur ces coteaux justement à fort potentiel, vous avez voulu... Oui, alors c'est vrai que moi, quand je parle de volume de récolte, je parle de mon volume de récolte, je ne parle pas du volume de récolte de l'appellation. Le volume de récolte de l'appellation, et pour faire court, hein, parce que selon les cépages, c'est entre 67 et 69 hectolitres à l'hectare. Nous, d'ores et déjà, en choisissant un mode de culture allégé mais moins insistant, on considérait qu'on devait raisonnablement diminuer de 10 à 15% les rendements. Alors après, quand il y a eu les accidents, c'est qu'on était plutôt entre 20 et 25. Et là après, chaque pourcentage compte, hein, vous le savez, chaque pourcentage compte dans la rentabilité. Mais c'est vrai que dans l'objectif de moins intervenir sur la vigne et puis d'avoir un rendement agronomique qui permette à la vigne d'exprimer, à notre avis, des choses plus subtiles, on avait choisi tout de suite de diminuer nos rendements. Donc si on passe à l'étape suivante, c'est la commercialisation, la valorisation. Comment vous valorisez ces situations de coteaux, votre discours par rapport à votre habillage, comme on l'a vu là, juste avant sur l'enquête consommateur? Alors la base, moi j'en reviens à la base, c'est qu'il faut que le produit soit bon. Et nous on fait tout de la vente directe, hein. Ça c'est un élément important quand même, c'est qu'on fait zéro négoce. Alors vous savez qu'on a la chance d'être un département qui a un gros réservoir de restaurants et de clients, hein, puisqu'on a 70 millions de nuitées touristiques par an. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il y en a qui n'arrivent pas à vendre leur vin. Donc vous voyez, il n'y a pas de secret non plus. Il faut bien se positionner. Donc nous, on commercialise tout. Donc notre clientèle, nous, c'était caviste, restauration et export. Voilà. Des gens avec qui on avait une relation directe, avec qui justement on peut accueillir chez nous, on peut les emmener voir ces parcelles particulières
pour vraiment leur faire sentir qu'il y a un travail différent, parce qu'effectivement, dans l'enquête, avec les consommateurs, la notion de coteau, à la limite, les mecs ils comprennent même pas qu'il y en a plus à faire. Mais si vous les emmenez faire un petit dénivelé de 100 mètres en 5 minutes, quand il fait 35 dehors, et tout de suite ça percute, hein, je peux vous dire, ça change. Donc effectivement, voilà, ça c'est une nécessité. C'est dans des particularités comme on parle depuis ce matin, il n'y a que le contact direct et la relation directe des choses avec les clients, avec le consommateur, qui peut faire percevoir ces choses-là. Alors c'est pareil, Internet, on y a cru tout de suite, parce qu'en 97, donc au siècle dernier, les plus jeunes qui sont ici, peut-être même pas nés, on est parti sur la constitution d'un site. On avait fait nos calculs. Enfin, on croyait assez à ça, et on a fait par exemple, pour vous donner une idée, on a fait des foires pendant quelques années, on décollait jamais en foire, quand on avait fait 200 bouteilles, vous connaissez les frais de foire, etc., le travail en plus, on a dit stop, on y arrête, là, le budget qu'on consacrait aux foires, on le bascule sur la constitution du site internet. Et sur le long terme, je pense que vraiment on a gagné là-dessus. Donc ça commencé à avoir une vitrine vraiment conséquente. Bon, il y a eu un moment où lui aussi, il était un peu à saturation, hein, il a fallu qu'on le refonde complètement, et puis on est venu au site marchand. Hein, il y a une partie marchand, il y a possibilité d'acheter le vin directement à nous, pas par une plateforme, directement à nous, avec le paiement par carte sur le site. Mais au-delà, aujourd'hui, même si la vente directe sur le site stagne, par contre, on se rend compte que c'est vraiment une vitrine importante sur le client local, mais surtout sur le client que vous n'aurez jamais touché, qui est loin, quoi, l'importateur américain, l'importateur suédois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui permet de mettre en relation des grands faiseurs avec nous, petits domaines, et sans intermédiaire, et des contacts directs qui sont tout de suite valorisants, parce que la personne, après, quand elle va vous contacter, aura quand même déjà fait tout un dégrossissement qui est très important dans la façon dont il va vous aborder après en contact direct.